Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi tes spécialités? Cette semaine, on a reçu Dr de Carufel, qui est une médecin de famille qui a fait sa 3e année en urgence puis qui fait exclusivement de l'urgence maintenant au CHUM. Oui, puis en plus de ça, elle fait même du MEDEVAC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette terminologie-là, c'est quand elle part en avion chercher des patients un peu partout au Québec. Puis elle nous a vraiment fait une description incroyable de c'est quoi le MEDEVAC, c'est quoi l'urgence, pourquoi elle est allée là-dedans. J'ai vraiment l'impression que si vous hésitez un peu, que l'urgence vous pique un peu votre curiosité, que vous dites « 5 ans, 3 ans, qu'est-ce que je peux faire un peu avec ça? » Je vous conseille fortement d'écouter l'épisode. C'est vraiment excellent. Bonne écoute! On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, les placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, ou de 2 personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressés, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressés. Puis, ouais. C'est ça. On attend vos CV. Merci beaucoup, Dr de Carufel, d'avoir accepté notre invitation. Nous, dans le fond, on essayait de reculer un peu au départ là, pour mieux comprendre ce qui vous a amené en médecine. Est-ce que vous avez toujours su que c'était ça dans quoi vous vouliez vous enligner? Pratiquement, en fait, je te dirais depuis secondaire 1 ou 2, là, aussi longtemps que je me rappelle, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis très, très longtemps. Là. Puis est-ce que vous saviez déjà ce qui vous intéressait dans la médecine? Honnêtement, non, j'en avais honnêtement aucune idée. Là. Je voulais juste, je voulais aider les gens, j'adorais le corps humain, tout ça, mais je connaissais pas assez les spécialités à 14 ans. Puis qu'est-ce qui vous a attiré une fois en médecine vers l'urgence? Plusieurs choses. En fait, au début, j'étais beaucoup intéressée, un peu comme toi, par les domaines chirurgicaux. Puis la vie a fait le style de vie, tout ça, puis l'évolution de la vie, justement, que je suis tombée amoureuse de mes stages de soins critiques. Fait urgence, néonate, soins intensifs également. Puis le style de vie me convenait davantage, surtout au travers de l'externat, là, tout ça. Puis est-ce que vous avez appliqué en médecine familiale et urgence le 5 ans, ou vous avez décidé de juste appliquer? J'avais appliqué en médecine générale. Oui, OK. En sachant que vous alliez essayer de faire l'année supplémentaire d'urgence, mettons, à la base? De ce que je me rappelle, en fait, à ce moment-là, j'étais un petit peu... je pense que j'étais un petit peu immature, là, puis je savais pas trop ce que je voulais tant que ça dans la vie. Puis il y avait une grosse partie que je connaissais pas du travail clinique. J'avais appliqué dans différents programmes chirurgicaux. J'avais pas été acceptée à ce moment-là. Fait que vers la bande, là, j'ai appliqué au 2e tour, en fait. Okay. Il y a une vie après le CARMS, après le premier tour du CARMS. Là. C'est ça. À ce moment-là, j'ai appliqué en médecine familiale, j'ai été acceptée, puis après ça, j'ai fait le 3e année. Okay. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer ou vous étiez c'est pour le mieux? Vraiment, là, avec le recul, c'est absolument pour le mieux. Là. Je suis super contente. La vie a bien fait les choses. Oui, surtout pour le mode de vie. Absolument, oui. Oui, c'est ça. Puis là, une fois rendue en résidence, justement, d'avoir été comme un peu forcée à se revirer de bord, comment ça a été de commencer quelque chose qui n'était pas notre plan A, mettons? J'avoue que la partie bureau était plus difficile pour moi. Par rapport à la motivation, mais tu sais, j'allais chercher quand même la motivation dans
le sans rendez-vous, par exemple, tu sais, qui ressemble un petit peu à de l'urgence mineure, souvent. Les stages connexes aussi. Moi, tous mes stages à option à la résidence, je les prenais en soins critiques, que ce soit en urgence, en soins intensifs, tout ça. Là. Fait que j'avais... Puis en région aussi, là, j'avais fait un stage à Roberval, en médecine rurale. J'avais fait beaucoup d'urgences, de soins intensifs. Fait que j'étais quand même allée chercher un petit peu d'intérêt autre. Puis, vous avez appliqué pour le plus 1 en urgence, Oui. c'est ça après? Oui. Puis, vous avez fait où votre plus 1? En fait, à l'Université de Montréal, à Sacré-Cœur, principalement. OK. Puis, avec ce plus 1-là, on peut aussi travailler aux soins intensifs. Parce que j'ai souvent entendu dire que c'était juste les gens qui faisaient le 5 ans qui pouvaient travailler aux soins intensifs. Je t'avoue que c'est pas dans les choses que j'ai regardées, mais effectivement, de ma promotion, il y en a 1 ou 2 qui font des soins intensifs, pas dans les centres universitaires, mais dans les centres sur la rive sud de Montréal, principalement, là, puis sur la rive nord aussi. Mais c'est faisable. Oui, tout à fait. Puis est-ce que c'était déjà très compétitif, cette 3e année-là? Mon année, ça fait quand même quelques années. Ouais. Il y avait 10 postes à ce moment-là pour l'Université de Montréal. Je pense qu'effectivement, il y avait, là, sous toute réserve, là, il devait y avoir peut-être 2 ou 3 candidats par poste. Là, depuis, là, je ne saurais vous dire. Là, je sais que c'est super variable d'une année à l'autre. C'est ça. Est-ce que c'était un peu comme le baccalauréat, pas le baccalauréat, pendant la médecine, que genre, vous deviez vous build up un peu votre dossier, vraiment avoir des lettres de référence? Est-ce que c'était un stress similaire à CARMS? Moins pire, honnêtement, mais en fait, c'était plus pendant la résidence. C'était différent. Je pense que tout le monde, on arrivait là de façon davantage mature aussi. On savait plus ce qu'on voulait. On avait une expérience aussi d'avoir fait différents stages en médecine. Fait qu'on avait une vision plus réaliste que celle qu'on pouvait avoir. Ne le prenez pas mal, là, mais au préclinique puis à l'externat. Je suis surprise chaque jour. Exactement. Puis... je pense que les contacts étaient différents. En fait, moi, dans mon cas, j'ai appliqué à Sacré-Cœur, c'est là que je faisais ma résidence. Je connaissais tous les patrons de l'urgence. Est-ce que j'ai fait un build-up particulier? Honnêtement, pas de temps. Là, sinon, juste me préparer à l'entrevue, me préparer aux questions, puis tout ça. Là, mais c'est... Puis est-ce que vous pensez qu'il y a certains programmes de médecine de famille qui sont mieux pour aller faire le plus 1? Je me suis en fait dire ça, que par exemple, Sacré-Cœur, c'est un programme qui était réputé que si on voulait faire de l'urgence, c'est une bonne place à aller. Est-ce qu'il y a des places comme ça que vous connaissez, que vous diriez qui sont plus, ou n'importe quel programme pourrait fonctionner? En fait, tout à fait, n'importe quel programme pourrait fonctionner. Le programme de l'Université de Montréal et pas le comité d'acceptation n'est pas uniquement fait de patrons de Sacré-Cœur. Au contraire, en fait, là, il y a des patrons qui viennent de partout, de plusieurs hôpitaux. Je suis persuadée que c'est comme ça pour les différentes universités aussi. Là, après ça, c'est de voir, en fait, il faut quand même faire la résidence de 2 ans avant médecine familiale. Je sais qu'il y a des UMF qui sont peut-être un petit peu plus centrés vers les soins critiques, où les gardes se font davantage à l'urgence, aux soins intensifs. Je pense que ça dépend un peu de l'intérêt de l'étudiant, là, mais je pense pas qu'il y a tant de choix stratégiques que ça, honnêtement. Okay. Là, regarder les programmes qui nous intéressent, puis pas trop stresser avec le plus soin, c'est regarder maintenant. Absolument. Puis, tu sais, faire quand même je pense que le seul conseil, tu sais, c'est de faire une brochette de stages vraiment variés, en fait, puis, tu sais, d'arriver là avec une vision réaliste aussi de la pratique, là, tu sais, pas seulement je me suis réveillée, je voulais faire uniquement urgence, j'ai fait que des stages d'urgence, je connais rien d'autre de la médecine, j'ai pas de plan B. C'est pas nécessairement la meilleure approche, je pense, là. Ouais. Quel autre stage, mettons, qui serait pertinent de faire pour quelqu'un qui veut aller en urgence? Hormis les soins critiques. Oui, mettons, autre que des stages en urgence. Je dirais tout ce qui est connexe à l'urgence, en fait. Médecine sportive, il y a beaucoup de musculo-squelettique, certains stages de psychiatrie, ça peut être très pertinent, de toxicologie aussi pour la gestion des patients agités, la gestion des patients décompensés. Puis, de varier aussi les sites où on les fait. Par exemple, juste la médecine d'urgence en ville, c'est complètement différent de la médecine d'urgence en région. Ouais, clairement. Ça reste de la médecine d'urgence, mais dans le plateau technique, dans les types de pathologies qu'on peut adresser de A à Z, c'est vraiment très différent. L'accès aux investigations. Absolument, versus transfert ou prise en charge complète au même centre. Fait que je pense que ça serait de varier des stages, un peu comme
les exemples que je vous ai donnés, puis de varier les endroits où on les fait aussi. Puis, j'aimerais ça revenir juste un peu à l'arrière. Oui. Moi, je me demande, qu'est-ce qui vous a piqué votre intérêt initialement pour l'urgence? C'est à quel moment que vous avez vu quelque chose, ressenti quelque chose, vous avez fait « Ouais, c'est ça, je veux faire ». Moi, c'était, entre autres, pendant mon stage d'externat, je dirais le stage d'externat d'urgence, puis vers la fin, moi, j'avais fait, après le CARMS, un stage en soins intensifs. C'était vraiment l'aspect spontané, imprévisible, le fait que c'était varié aussi, que je pouvais voir, je sais pas, moi, je pouvais faire des points, puis qu'après, je pouvais voir un STEMI, puis après ça, je pouvais aller adresser une otite, puis que c'était super varié, c'était toujours une surprise, puis que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver en ambulance. C'était l'aspect comme ça que je trouvais très intéressant. Le fait aussi de voir des clientèles vraiment très diverses, autant des jeunes avec certaines problématiques plus jeunes, des personnes âgées aussi, vraiment de voir comme une brochette différente de patients. C'était vraiment ça, en fait, qui me stimulait beaucoup. Puis l'aspect aussi technique, pouvoir faire des points, des attelles, des intubations, des ponctions lombaires, l'aspect un peu manuel là, que je trouvais vraiment intéressant. Qui veut rechercher un peu le côté d'intérêt de chirurgie, absolument, justement. Là. Absolument, mais peut-être varié d'une façon différente, en fait. Là. Puis là, tantôt, vous parliez d'avoir une vision réaliste de la pratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? À quoi ça ressemblait, la pratique, une fois fini le training? C'est différent d'un site à l'autre, ça va de soi, là, mais tu sais, non... je ne sauve pas de vie à chacun de mes corps. Puis non, tu sais, c'est pas comme ER à la télé, là, où je fais réa sur réa sur réa, puis que, tu sais, le sang gicle à tous les moments de ma vie, là. Des fois, oui. Ouais. Oui, non, ouais, on peut s'en reparler de celle-là hors micro. Oui, des fois, ça arrive, puis c'est spectaculaire, puis c'est spectaculaire de cardioverser un patient, puis que, tu sais, là, le rythme redevient normal, ou de intuber, partir des perfusions, mais c'est pas que ça, là. Tu sais, il y a aussi l'urgence mineure, il y a aussi d'autres cas, il y a aussi l'aspect humain, en fait, qui est rarement vu vraiment à la télé, là. Des fois, quand on annonce des mauvaises nouvelles, quand on a des discussions sur les niveaux de soins, sur la gestion de la douleur avec les patients aussi. Oui, c'est vrai que c'est tous des aspects qu'on s'imagine moins de l'urgence. Là, qu'on oublie un peu. Ouais. Puis, tu sais, quand on fait nos stages, on le voit, là, la majorité de nos journées, à l'urgence, c'est des petits trucs bénins qu'on pourrait voir, c'est ça, dans une clinique de médecine familiale. Absolument, sauf que, tu sais, la minute que ton gros cas arrive, ta grosse détresse respiratoire, mais là, tu pars en mode attaque un peu, super focus, super concentré sur un dissous, là. Ouais, puis après ça, pouf, OK, tu retournes voir tes petits communeurs, puis c'est varié. Ce que vous diriez, c'est pas mal une qualité qui est nécessaire en urgence, d'être capable de passer de genre 0 à 100%. Puis... C'est clair qu'il faut que tu sois polyvalent. Tu peux pas être bon dans tout le temps, c'est impossible. Il y a des techniques dans lesquelles je suis moins bonne que d'autres. Je travaille sur celles-là. Il y a juste, par intérêt aussi, des choses dans lesquelles on est moins bon. Mais tu sais, il faut être polyvalent rapidement. Il faut très bien tolérer la pression de performance aussi. En réa, ben, tu as peu de marge de manœuvre si tu te trompes. Les patients aussi s'attendent à un certain niveau de gentillesse, de patience et de professionnalisme qui n'est pas toujours évident quand, justement, tu as une salle d'attente pleine, par exemple, que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas été fatigué. Puis je pense que tu n'as pas le choix. Il y a tellement des patients différents et par leur pathologie et par leur milieu de vie et par leurs antécédents que tu n'as pas le choix aussi d'avoir une certaine... des attitudes sociales très développées parce que si toi-même, tu es très, très introverti et gêné et avec tes patients et avec ton personnel, par exemple, par la salle à choc, ça sera pas... Ce sera pas évident. Là. Ouais, c'est gérer des choses difficiles, mais aussi c'est de les gérer en peu de temps. Parce que justement, il y a la... Ah ouais, on est connectés. Mais, tu sais, parce que, mettons, en psy, tu sais, pas pour enlever ce qu'ils font, puisque c'est très important. Ils ont des aptitudes vraiment exceptionnelles, mais ils ont, ça se fait sur une longue période. Ils ont le temps de bonder avec leurs patients. C'est en urgence, là, on peut pas passer 1 heure avec un patient.
ça dépend c'est quoi la raison de consultation, mais je suis convaincue que tu as toujours le temps de bien faire les choses. Même quand le sang gicle puis que c'est spectaculaire, justement, tu as toujours 2 secondes pour respirer, penser à tes choses, puis, tu sais, adresser adéquatement la situation. C'est facile, c'est un peu dangereux aussi de perdre les pédales, puis de vouloir tout faire en même temps, puis de peu perdre la perception de la situation, puis de perdre le contrôle aussi de tes propres émotions, là. Fait que oui, ça va vite, mais en même temps, t'as toujours la petite pause que, tu peux replacer tes idées aussi, puis permettre que la communication à ton équipe permette que tout le monde sache où tu t'en vas. Tu sais, si tu es tout seul dans ta tête, tu fais des affaires tout seul dans ta tête, tu te dis plein d'ordres verbaux, des choses comme ça, puis qu'il n'y a pas de communication qui est faite, tu n'es pas plus avancé. C'est quelque chose, mais aussi, vraiment sur en urgence, c'est un travail interdisciplinaire. Tout à fait. C'est vraiment une affaire d'équipe. Absolument. Je trouve que c'est vraiment impressionnant à voir aller ça, les cas, tout ça, quand tout rentrait. C'est la discussion que tu vas avoir avec tes infirmières sur les cas qu'elles vont ils ou elles vont avoir trié. Des fois, par rapport à leur jugement, quand ils vont avoir l'impression qu'il y a un patient qui se détériore, ou tu sais, les discussions des fois que tu vas avoir avec les physiothérapeutes par rapport aux personnes âgées, si le retour à domicile est possible ou pas, c'est super multidisciplinaire. Puis, on dirait, moi, une chose qui me fait peur un peu de l'urgence, c'est d'arriver à une situation, justement, tu sais, critique, puis là, de pas me sentir outillée dans le moment, mettons. Surtout si on est dans un centre éloigné, qu'on n'a pas nécessairement des gens pour nous épauler là-dedans. On peut voir quand même des choses traumatiques, puis là, si on se sent pas capable de bien gérer ça dans le moment présent, est-ce que vous avez déjà vécu des choses qui vous ont resté en tête longtemps après? Tu veux dire des patients qui ont mal été? Oui, exact, c'est ça, un trauma qui s'est mal passé. Moi, je t'avoue, j'ai la capacité de quand même laisser à l'hôpital ce qui se passe à l'hôpital, mais tu sais, c'est certain qu'il y a des situations plus émotives. Tu sais, je me rappelle du premier patient qui est décédé devant moi. Je me rappelle très bien la première patiente. Les arrêts cardiaques chez les enfants, chez des bébés, c'est toujours difficile à vivre, et la situation et la gestion de la famille aussi. Je me rappelle de certains cas comme ça, ou des grosses réas vraiment qui étaient spectaculaires, ou des patients qui sont détériorés très, très, très rapidement de façon purement inattendue. Il y a de l'aide aussi, des fois, d'en parler avec des collègues. Ça aide beaucoup, qui comprennent un peu ce que tu vis, ou des fois avec le personnel infirmier aussi. Eux aussi vivent des choses très intenses, puis des fois d'en parler comme équipe. Je pense que ça baisse un petit peu comment je peux dire, le docteur là, de son rôle sur le piédestal. Le docteur aussi a des émotions, puis le docteur aussi a vécu la même réanimation difficile, par exemple. Puis des fois, d'en parler en équipe, c'est très, très, très aidant aussi. Puis ça soude ton équipe aussi là, quand il y a une compréhension mutuelle qui est faite. Puis je ne voudrais pas passer sous silence. Il y a plein de ressources aussi professionnelles là, auxquelles... c'est pas mal, c'est pas une faiblesse là, d'y avoir accès. Là, ça peut, dépendant de... On a des vies personnelles aussi. Là, des fois, il suffit que tu as eu un conflit avec ton conjoint, ton enfant est malade, tu n'as pas dormi, tu es plus sensible, tu es plus touché par une situation aussi. Des fois, d'aller chercher un petit peu d'aide externe, ça peut être bénéfique. En fait, ça peut que être bénéfique. Là. C'est ça. Un peu dans la même lignée, par rapport au 1 an versus aux 5 ans, parfois, je me dis qu'en 1 an, on doit avoir souvent moins d'exposition. Dans le sens qu'à un moment donné, à 5 ans, on fait plus de chiffres, on voit plus. Est-ce que vous trouvez qu'après le 1 an, vous vous sentiez prête à avoir vu un peu de tout, être capable de faire un peu de tout, c'était suffisant, puis vous sentiez d'attaque pour commencer à travailler? Moi, oui. Vraiment. Moi, je me sentais prête. Que ça soit le 1 an ou le 5 ans, là, il y a une adaptation quand tu deviens patron, là, une petite anxiété du début de pratique qui est normale, je pense, là, que ça, peu importe quelle a été ta formation, ce qui est indifférente parce que tu as fait 5 ans, je suis pas convaincue, honnêtement. Je pense que la courbe d'apprentissage aussi du 1 an versus du 5 ans est différente, où le 1 an, tu sais, en théorie, pourrais travailler comme médecin de famille après 2 ans. Là, si tu as fait ton 1 an, c'est que tu étais vraiment particulièrement motivé. C'est une année que tu es encore résident, avec des avantages sociaux de résident. Tu
tu fais ton 1 an, c'est que tu es vraiment motivé, tu es là pour apprendre. Fait que, veux pas, tu travailles fort. Je pense que la courbe, elle est accélérée peut-être par rapport à celle du 5 ans. Mais oui, moi, j'ai terminé, j'étais au CHUM le 1er juillet, puis je pense que j'étais prête à... Malgré mon anxiété de début de carrière, là, j'étais pas mal prête. Je sais, plein de gens nous en ont parlé. Je Ben pense qu'il y a oui, c'est pas ça, un dans médecin plein de qui spécialités. Moi, je me rappelle, je m'inventais des patients, je me rappelle. Là, je faisais beaucoup de soirs quand j'étais chez moi. Je me réveillais après ça la nuit, puis là, comme si j'avais oublié de transférer un patient. Ouais, je m'inventais des cas, tu sais, Madame Trudeau dans la civière 14 qui était là pour HSA. Puis, oh non, j'en ai pas parlé à mon collègue. J'ai déjà appelé plusieurs fois le médecin de nuit. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Puis il me disait, de quoi tu parles? C'était moi qui j'avais cette anxiété-là. Puis à un moment donné aussi, souvent en début de pratique, tu demandes beaucoup plus de tests. Puis à un moment donné, là, tu te gères. Puis tu as un jugement clinique puis une confiance aussi qui s'installe. Puis là, ça diminue, c'est normal. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde passe par là, genre. Puis je suis curieuse pour... Mettons, là, au CHUM, tu sais, vous travaillez sûrement avec beaucoup de gens qui ont fait le 5 ans. Est-ce que ça fait comme un peu une hiérarchie ou une différence entre collègues ou pas? On fait la même chose, on fait le même travail. Là. Ouais, c'est ça. Fait que vous ressentez pas, tu sais. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous voyez des avantages de faire le 5 ans? Parce que moi, comment ça sonne? J'ai l'impression que 3 ans a l'air quand même beau. T'sais, c'est moins long, c'est 1 année directe intensive, je sais pas trop. Quel avantage vous diriez de Je pense faire que ça dépend de l'étudiant. Honnêtement, ça dépend de ce que l'étudiant veut faire après. Je pense qu'au contraire, l'avantage de faire... Moi, je fais que de l'urgence à temps plein. Là, soit dit en passant, je fais pas de prise en charge. Je fais pas d'autres choses connexes à la médecine familiale, à part EVAC, mais on va y revenir. Là. Mais tu sais, je fais que des soins critiques. Par contre, j'ai l'option que si éventuellement en milieu ou en fin de carrière, je veux changer, j'ai des options différentes, soit pour aller faire médecine sportive, du bureau, de la prise en charge. J'ai des collègues qui ont, après une petite formation de quelques mois là, de mise à niveau, qui ont décidé de revoir leur pratique, de la réorienter pour plusieurs raisons familiales, par exemple, tout ça, ce qui est beaucoup plus, en fait, pas impossible, mais beaucoup plus laborieux pour le 50. Ils sont plus mariés avec la médecine d'urgence puis le style de vie qui est associé. Là. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui décident, en vieillissant, de laisser de côté l'urgence? Je connais pas les statistiques, honnêtement. Ouais. Beaucoup... moi, je peux parler du CHUM, là, mais je peux pas parler des autres hôpitaux. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns... quand la famille s'installe, quand ils ont des jeunes enfants, dépendant du soutien de la famille aussi, dépendant des enfants, comment ils vont. Si certains ont des troubles, c'est sûr que c'est plus difficile. Au travers de ça, en vieillissant, des fois, il y a des séparations, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On peut peut pas prédire. Mais on peut être aidant naturel de nos parents, puis à un moment donné, là, il faut revoir le style de vie, mais on pourrait pas dire combien, mais... quelques-uns. Oui, puis vous trouvez ça comment, vous, les corps de travail qui changent de jour de nuit? Moi, je suis pas une personne de jour beaucoup. Là. J'ai toujours été un hibou. Je travaille principalement, en fait, à EVAC, je ne fais que des nuits. Au CHUM, je fais majoritairement des nuits, quelques soirs, puis très, 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 très peu de jours. Je déteste les jours, j'aime pas ça, là. Ça me va bien, là, je sais pas comment dire, là, mais mon rythme circadien change quand même assez facilement aussi. Ça fait plusieurs années, j'ai mes petits trucs là, pour changer de... C'est quoi vos trucs? Je me prépare pour la résidence. En fait, pour les nuits particulièrement, moi, je trouve ça très difficile d'avoir une nuit isolée comme ça. Je préfère en avoir, peu importe, 2, 3 d'affilée pour être vraiment dans la dynamique de nuit. Avant de commencer ma série, je préfère être de soir avant. Si, mettons, de jeudi à vendredi, je commence une nuit. Souvent, je vais demander d'être mercredi de soir autant que possible. Je vais volontairement me coucher très, 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 très tard. Je vais étudier, lire, peu importe. Je vais quand même essayer de me réveiller en avant-midi pour être un peu fatiguée. Me recoucher en après-midi, je m'endors. Je me lève fraîche comme une rose, puis je ferme mes corps. Puis souvent, j'essaie de changer mes habitudes de vie. Par exemple,
j'aime ça faire du yoga. En revenant de travailler, ben je vais le faire le matin en revenant de faire mes nuits. Je vais souper, entre guillemets, en revenant de faire mes nuits, puis je vais déjeuner le soir en me levant aussi. Fait que je vais comme changer ma façon de m'alimenter, ma façon de faire ma vie, tout ça. Là. Moi, je trouve que ça, c'est plus facile. Puis, idéalement, après une série de nuits, j'essaie de pas trop dormir dans la journée. Des fois, je dors quand même si j'ai une activité le soir, mais pas trop. Puis, je vais me coucher tôt le soir. Puis là, je reviens sur un mode normal. Moi, ça me va, mais tu sais, c'est différent pour chaque personne. Oui, on entend plusieurs recettes. Là, là on peut parler des vacs. Je suis curieuse. Comment vous êtes... comment vous avez entendu parler de ça, puis comment vous avez commencé à vous impliquer là-dedans? Moi, c'était mon rêve ultime quand j'ai fait ma résidence en médecine familiale, puis mon R3. Il y avait un patron à Sacré-Cœur qui est Éric Nothébert, que je remercie beaucoup, qui m'en a beaucoup parlé. Une fois que j'ai terminé mon R3, j'ai commencé ma pratique. Je voulais faire les choses une à la fois. Puis quand j'ai commencé à être installée dans mon rôle de patron, là, j'ai relancé Éric, qui faisait de l'avion encore, qui en fait encore, qui m'a invitée à aller faire des gardes d'observation avec lui pour voir vraiment c'était quoi. Fait que je me suis déplacée à Québec quelques jours pour voir un peu. Puis après ça, je suis tombée dans le processus. Je pense que j'ai harcelé là, le chef de service, tout ça. Je voulais vraiment en faire. Puis là, il y a eu une série de formations aussi qui ont été faites là, de cours avant que je tombe toute seule dans l'avion. Puis, est-ce que c'est quand même facile de rentrer dans ce processus-là? Est-ce qu'il y a quand même de la place, la demande, ou au contraire, c'est quelque chose d'un peu il y a de la niché? demande. Là, il faudrait parler à le chef de service, qui est Dr. Kane, pour savoir comment, puis tout ça. Mais il y a définitivement de la demande. Là, comme dans tous les services, il y a des départs, il y a des maternités, il y a des gens qui arrivent. C'est très, très, très dynamique. Il va y avoir un processus par entrevue qui va être fait soit en présentiel ou maintenant en virtuel. Une sélection aussi par rapport à l'intérêt, curriculum vitae, tout ça. Une fois après que le candidat va être accepté, il va y avoir une série de formations qui vont être faites, ne serait-ce que mettre à jour les formations en réanimation, peut-être que vous connaissez, fait que la CLS, la TLS, le PALS, puis le PRN pour la néonate. Il va y avoir également un cours qui est CAMATA, qui est un cours canadien en médecine d'aviation. Fait que on peut comprendre les lois des gaz, l'impact sur les patients, par exemple, qui ont un pneumothorax, par exemple, qui ont une occlusion, qu'est-ce qui se passe à 30 000 pieds d'altitude. C'est vraiment très intéressant. Ben ouais, ça doit. Après ça, il va y avoir une semaine à temps plein à l'unité néonatale du Sud de Québec. Vraiment, on est patron, je vous rappelle, mais on va quand même être greffé à une équipe avec résidents et néonatologistes pour s'occuper des tout petits bébés, la prise en charge, mais aussi les techniques, intuber les petits bébés, mettre des drains thoraciques à des tout petits bébés, c'est tout petit, là. La prise en charge aussi ventilatoire en néonate. Après ça, il va y avoir une série de vols de mémoire, c'est 4 à 6, si je ne m'abuse, qui vont être pairés avec un patron qui est déjà en exercice pour apprendre qu'est-ce qui est où dans l'avion, comment ça fonctionne pour le transbordement, la relation avec les pilotes, la relation avec les ambulanciers, parce que c'est un gros travail d'équipe, hein, les vagues. Fait que, avec les infirmiers à bord aussi, naturellement. Fait que, comprendre un petit peu tout ça. Puis après ça, des vols. Puis pour faire ça, est-ce que c'est juste les médecins d'urgence qui peuvent faire ça? Est-ce que les médecins de famille peuvent faire? Il faut être médecin d'urgence, spécialiste ou R2, je sais pas sûrement, je pense que oui, R2 ou R3 à temps plein dans une urgence. Il y a un nombre de gardes minimal qui doit être travaillé par semestre, par année, ou intensiviste ou anesthésiste. Pour quand même maîtriser là, les soins aigus puis différentes techniques là, quand on est tout seul
dans les airs. Il faut. Et par exemple, en allant vers la médecine de famille, il faut absolument que quelqu'un fasse le 3 ans, l'année supplémentaire en urgence pour je pouvoir peux pas faire vous dire, du Medevac. honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que j'avais demandé parce que ça me convenait pas. J'étais déjà R3. Est-ce que tout le monde fait le R3 ou... Ça, je pourrais pas vous dire. Mais je suis certaine que de communiquer, ils vont vous répondre. gens. Mais il faut au moins être c'est sûr qu'il faut être à l'urgence à temps plein. Puis être patron depuis, j'imagine, au moins 1 an ou 2, là, avoir un petit peu d'expérience là, avant d'arriver. Juste commencer là, la vie de patron, là, c'est une chose. Fait que je pense que Une étape à la fois. En plus, commencer les vols et tout, c'est un peu intense. Puis qu'est-ce qui vous a attiré de EVAC? Moi, c'était encore là la polyvalence. On peut avoir en même temps un cas de cœur, un STEMI avec échec de thrombolyse, par exemple, avec un cas de néonat, une femme enceinte en travail. Ça peut être super varié. L'aspect vraiment travail d'équipe, encore là, avec l'infirmière, puis le fait que souvent à bord, on est seul avec un infirmier, une infirmière. Fait que ce qu'on fait est souvent beaucoup plus actif même que dans nos hôpitaux, que ce soit de manipuler les pompes, manipuler le respirateur, parce qu'il n'y a pas nécessairement une inhalothérapeute à bord pour les intuber. Les discussions avec les pilotes, des fois, moi, tout ça, je trouvais ça super intéressant. Puis, venant de Montréal, j'ai toujours habité à Montréal, puis j'ai été formée là, je trouvais ça très intéressant aussi d'avoir peut-être une vision autre sur... la médecine en région, puis d'être capable d'aller chercher les patients en région puis de leur donner les mêmes soins que ce qu'ils peuvent avoir à Montréal, par exemple, ou à Québec, ce que moi, j'ai toujours connu, mais de pouvoir l'offrir à ces patients-là, ça, je trouvais ça vraiment bien. Là, je me demande, de quoi ça a l'air vraiment vos chiffres en EVAC? Est-ce que c'est... Parce que vous parlez de Québec, est-ce que vous devez aller à Québec à chaque chiffre? En fait, il y a 2... Moi, je fais 2... postes à EVAC. Le premier, c'est médecin régulateur. Il y a médecin escorte. Médecin escorte, c'est le médecin qui est dans l'avion. Il y a des missions avec médecin. Il y a des missions sans médecin. Les missions sans médecin, souvent, ça va être des navettes. Donc, ces 2 infirmières, souvent, vont faire le tour du Québec, par exemple, pour aller chercher des cas plus stables et ramener à Québec ou à Montréal. Ça, naturellement, je ne le fais pas. Les missions avec médecin, c'est des missions pour lesquelles ils vont juger qu'il y a besoin d'un médecin pour faire certaines techniques, pour prescrire des médicaments, pour assurer une surveillance particulière. Puis comme l'avion, c'est provincial public, donc comme l'avion décolle de l'aéroport Jean-Lesage, il retourne à l'aéroport Jean-Lesage après, je me déplace à Québec pour attendre, dans le fond, le début de la mission. Et je me déplace souvent à Québec, peut-être comme là. En fait, je reviens aujourd'hui de Québec. Là. Je suis arrivée lundi, puis je suis partie ce matin, là, jeudi, en avant-midi. Là, j'ai fait 3 nuits. La portion médecin régulateur, ça, je la fais de chez moi, à Montréal. C'est une portion plus de conseillère avec la centrale des infirmières, que ce soit conseillère sur la priorisation des demandes. Si, mettons, il y a 8 demandes, on ne peut pas aller chercher les 8 en même temps. Il faut se faire un plan de match, il faut se faire un ordre. Des fois, discuter avec les médecins en région pour préparer les patients avant l'évacuation. Par exemple, mettre des drains si c'est un polytraumatisé ou intuber en vue du transfert, des choses comme ça. Ça, je le fais de Montréal. Mais sinon, effectivement, l'avion ne peut pas se promener comme ça puis atterrir nécessairement puis rester où il veut. Là. Fait que c'est pour ça c'est de Québec à Québec. Puis quand vous faites un chiffre, genre, est-ce que vous faites un chiffre à la fois ou si, par exemple, vous êtes de garde pour ça pendant 2 semaines, vous allez à Québec, vous êtes pas mal à tous les jours? Moi, je fais que des nuits. Oui, c'est vrai. Il y a 3, pour les médecins escortes, il y a 3 gardes par jour. Donc, il y a une garde de 7 à 19 heures. Il y a une garde de 19 à 7 heures, qui est le quart que je fais d'habitude. Puis, il y a un quart aussi de 11 heures à 23 heures. Puis, dans le fond, avec l'équipe infirmière associée. Donc, ils vont attendre qu'ils reçoivent un appel de la centrale. Puis, ils vont aller chercher les patients selon ce qui est demandé. Puis, est-ce que c'est garanti, est-ce que c'est vraiment occupé, tout le long que vous avez votre garde, ou des fois, vous êtes à Québec, vous attendez à l'hôtel? C'est rare. Oui, j'attends à l'hôtel qu'on m'appelle, là, mais c'est rarissime qu'on ne m'ait pas appelé pendant une garde.
Moi, les fois qu'on ne m'a pas appelé, souvent, c'était à cause de conditions météorologiques. Par exemple, l'hiver, gros blizzard, il n'y a aucun avion nulle part qui décolle au Québec. Ben, c'est certain qu'EVAC ne peut pas décoller non plus. Ou des fois, il y a des cas, mais par exemple, dans le Grand Nord, mais là, il fait très beau à Québec, à Montréal, mais il fait vraiment pas beau dans le Grand Nord, on peut pas atterrir. Mais honnêtement, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, là, c'est rarissime, là. Ouais. Puis, est-ce que ça s'est bien arrangé avec votre travail ici au CHUM? Est-ce que ça s'est bien allé de comme accepter que vous alliez manquer parce que vous deviez sûrement faire moins de jours à l'urgence Non, ici? j'en fais autant. Je fais un temps plein à l'urgence. Okay. Je fais un temps plein à l'urgence. Au CHUM, je fais environ... j'avais regardé avant de venir, je pense que c'est 13 ou 14 gardes par mois. Il y a quand même un accommodement. Là, quand on fait, souvent l'horaire d'EVAC sort avant l'horaire du CHUM. Donc, quand on me demande mes disponibilités, non-disponibilités au CHUM, je vais mettre non disponible les gardes d'EVAC. C'est différent dans d'autres centres, là, je vous dirais, où il y a peut-être moins d'acceptation, là, mais je suis quand même gâtée. Là. Puis on respecte que, par exemple, comme là, j'ai fait la nuit dernière à EVAC, ben au CHUM, on ne mettra pas un jour aujourd'hui parce que je suis à la suite d'une nuit. Là. Puis c'est-tu à chaque mois que vous avez un bloc à EVAC? Les gardes sont donnés par semestre. Donc, l'horaire est fait 2 fois par année. Donc, il y a sous toute réserve, là, le minimum, c'est 12 à 13 gardes par semestre. Puis quand l'horaire est fait, c'est environ 2 à 3, des fois un peu plus, un peu moins, ça dépend, là, dépendant si on a pris des vacances là, par mois. Puis c'est variable. Il y a des gens, soit ceux qui habitent à Québec ou qui n'ont aucun problème à faire des allers-retours sans arrêt Montréal-Québec, par exemple, qui vont prendre une garde à la fois. Il y en a qui vont décider de prendre des blocs de garde. Ça, c'est très variable. Il y a pas mal de latitude aussi accordée là-dessus. Là. Puis c'est comment d'être juste 2 puis avoir un équipement limité? Tu veux dire 2 avec l'infirmière? Oui, exact. Oui, puis l'espace, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de place pour bouger non plus. Les avions sont quand même grands. Là. Okay. C'est un beau travail de communication, c'est certain, de confiance aussi envers l'infirmière. Des fois, on fait beaucoup de gestes rapidement, effectivement, dans un petit espace. Il y a beaucoup de communication sur quelle est la situation actuelle, quelle est la prochaine chose qu'on va faire. S'il y a des médicaments à préparer, des fois, le médecin les fait avec l'infirmière pour aider ou on est 2. Là, fait que c'est du travail d'équipe. Il y a aussi une belle communication avec les pilotes, je trouve, qui est très, très, très intéressante. Par exemple, si j'ai un patient qui désature quand on prend de l'altitude, des fois, je vais avoir une discussion avec le commandant de bord, voir s'il ne peut pas rebaisser son altitude pour essayer d'augmenter la disponibilité en oxygène. Des fois, différents paramètres, par exemple des niveaux de mer, des choses comme ça, ou accélérer la vitesse ou des choses comme ça. Il y a des belles discussions aussi qui vont être faites là, avec cette équipe-là. Les pilotes vont mettre la main à la pâte là, quand vient le temps du transbordement, nous aider à monter les bagages, par exemple, nous aider à monter les caisses de sang, par exemple, que moi, je trouve lourdes, mais ils viennent m'aider, ils sont super gentils. Puis avec les ambulanciers aussi en région, pour le transbordement, là, où c'est eux qui vont manœuvrer leur ambulance naturellement, mais entre l'ambulance puis que le patient soit installé, là aussi, il va y avoir une belle communication qui va être faite. C'est sûr que dans l'avion, une fois qu'on est en vol, on est tout seul avec l'infirmière. Fait que, tu sais, faut qu'on s'entende, faut qu'on ait un plan commun de traitement, faut qu'on sache où on s'en va, mais c'est autant que, tu sais, c'est des médecins qui ont quand même de l'expérience, autant que c'est aussi des infirmières qui font ça parce qu'ils ou elles sont motivés et qui ont de l'expérience aussi en soins critiques. Fait que ça fait des très belles discussions aussi où des fois l'infirmière va proposer des traitements qui sont tout à fait intéressants. Des fois, il y a un échange comme ça aussi où... L'ouverture à savoir le point de vue de l'autre, va des deux bords. Là. Absolument. Ouais. Puis les vols durent en moyenne combien de temps? C'est très varié. Le vol le plus long,
qu'on fait, c'est Québec à Pourvinitouk, dans le Grand Nord, qui, en jet, c'est environ 2h20, 2h30 aller-retour. Le vol le plus court, j'imagine, ça doit être peut-être 30 à 40 minutes là, dans ce qui est plus près de Québec. Ouais. Montréal-Québec, c'est 20 minutes. Là, c'est très, très court. Là. Souvent, ça va être au retour. Dans le fond, on va aller chercher des patients, on les laisse à Montréal, puis on retourne à Québec après. C'est ça. Parce que les patients, dans le fond, il y a des corridors de service, là, comme dans d'autres choses. Là, puis les patients, dépendant des régions, puis des pathologies, vont aller à des centres déjà prédéterminés. Soit à Montréal ou à Québec, plus rarement à Sherbrooke, dépendant des pathologies. Puis vous couvrez vraiment tout le Québec, là? Tout le Québec, puis même moi, la nuit dernière, je suis même allée à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. C'est plus rare, là, mais je pense qu'il y a des ententes interprovinciales aussi là, pour certaines pathologies très urgentes. C'est plus rare, là, c'est beaucoup plus rare. Puis ça arrive-tu quand même, tu sais, souvent que ton shit hit the fan, tu sais, que le patient crash, là, tu sais, dans l'avion, là, ça va plus, là. Moi, j'attire un peu la misère, là, mais fait que ça m'arrive peut-être souvent, là, mais tout le temps, non, là, mais tu sais, souvent, je sais pas, là, peut-être pas à chaque mission, là, tu sais, il y a quand même eu des médecins puis une équipe qui les ont gérés pendant plusieurs heures, mais dépendant des pathologies, tu sais, un STEMI, échec de thrombolyse, qui a encore des DRS, ben oui, ça peut très mal aller en vol, là. Ou un patient, j'ai eu pendant mes dernières gardes des patients qui étaient en train de s'engager sur un segment intracrânien, ben ça peut mal aller, ou des fois des dysfonctionnements d'équipement aussi. Tout est contrôlé, recontrôlé, tout ça, mais ça arrive des fois, tout peut arriver, là, mais faut être calme et inventif, là, des fois, pour trouver des solutions. Là. J'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aimez un peu moins de votre pratique? Que vous diriez, ça, peut-être que je changerais ça ou que j'ajusterais? Honnêtement, pour l'instant, non. C'est un bon signe. Je pense que oui. Oui, vraiment. Puis qu'est-ce que vous aimez, tu sais, à ce jour le plus? Pendant que je travaille ou dans après? Votre travail? Moi, c'est beaucoup le contact avec les gens, de pouvoir, tu sais, j'aime ça, jaser, de pouvoir parler avec les gens, vraiment. Je pense que ça, c'est la partie à l'hôpital, interagir avec eux vraiment, puis arriver, tu sais, d'utiliser ça pour arriver à un diagnostic aussi. J'aime vraiment l'esprit un peu d'enquête de l'urgence, où souvent, tu sais, tu pars un peu avec une histoire très succincte, puis tu arrives vraiment dans un entonnoir avec vraiment un diagnostic beaucoup plus précis. Puis dans la partie style de vie, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est très intense, que ça soit... pas tout le temps, mais souvent, c'est très intense, que ce soit l'urgence ou évac. Mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Je suis à la maison, je suis tranquille, je suis avec mes proches. J'ai pas de cellulaire ou de Padget avec moi qui peut m'appeler à tout moment. C'est fini, je suis chez moi, puis je passe à autre chose. D'accord, on sign off. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ouais. Puis, mais ça, j'avais une petite question par rapport à ça. Mettons, vous faites quand même le suivi de ce que vous demandez, hein, en urgence, tu sais. Fait qu'est-ce qu'il y a quand même de la job à faire une fois que vous avez terminé? Ou? Oui, mais c'est pas... ça se fait quand même très bien. Là. Souvent, j'arrive un peu plus tôt avant mes corps pour faire les rapports de radiologie, par exemple. Ça se fait quand même... En fait, j'ai fait régulièrement. Fait comme ça, la pile n'augmente pas. Il y a moyen aussi de se faire remplacer pour des congés maternité, par exemple, ou pour des maladies ou des choses comme ça. Là, mais ça se fait quand même bien. OK. Pour finir, avez-vous un conseil pour les étudiants qui, comme nous, sont un peu à la recherche de leur spécialité qui va leur convenir? Moi, c'est pas facile, je trouve, à la début, mi-vingtaine, là, mais je pense que c'est d'essayer vraiment de voir, pas juste de façon isolée, mais tu sais, dans le cercle d'amis, dans le couple, des fois, où on veut être dans 5 ou 10 ans. Des fois, il y a des spécialités qui s'y prêtent mieux que d'autres. Je pense que c'est d'avoir l'introspection de vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est pas toujours facile. Là. Souvent, tu sais,
on veut faire telle spécialité parce qu'on a aimé le stage, parce que le patron était tellement gentil, mais tu sais, c'est pas ce patron-là qui va faire la spécialité à ta place pendant 25-30 ans et plus, là. Je pense que c'est d'avoir ce travail-là, pas nécessairement évident. Puis tu sais, c'est aussi qu'est-ce que je veux à l'extérieur de mon travail, tu sais, est-ce que je veux faire des nuits, par exemple, où moi, je suis pas capable physiquement, ou j'aime pas me faire appeler, ou je pense que c'est beaucoup de petites questions comme ça à se poser. Vie familiale aussi, des fois, il y a des spécialités qui sont plus faciles que d'autres là, pour la gestion de la famille, mais... Ouais, c'est des bons conseils. Ouais, c'est ça. C'est une petite question, c'est ça qu'on pense pas nécessairement. D'habitude, on dit qu'est-ce que t'aimes pas. Mais là, c'est un peu tout c'est pas facile parce que, tu sais, t'as pas... Tu sais, oui, mettons, ça fait quelques années que vous êtes en médecine, vous avez vu une panoplie de spécialités, mais vous êtes quand même... C'est normal, tu sais, vous avez pas tout vu, puis vous avez vu, 1 mois de telle spécialité, puis là, il faut... À un endroit, exactement, avec tel patron, puis là, tu sais... Est-ce que j'aime la spécialité parce que j'ai aimé l'endroit ou j'aime vraiment la spécialité? C'est pas facile, là. Puis là, t'es déjà dans un autre stage, puis là, il faut que tu te reposes la question avec l'autre stage. Moi, je trouve ça très difficile, là. C'est ça. Au moins, c'est rassurant que la plupart des gens tous ceux qu'on reçoit, puis la plupart des médecins qui en parlent, au final, la majorité sont satisfaits avec la décision qu'ils ont prise. Même quand c'était pas leur plan A. Oui, exact. C'est ça, comme vous. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Merci. Ça me fait plaisir.